J'ai été en fait hospitalisée 24 heures avant qu'elle naisse. Et en fait, j'étais sous monitoring et à un moment donné, on a vu que son cœur ne battait plus. Enfin, elle était en détresse fétale. Donc, pour moi, l'accouchement prématuré, ça a été césarienne d'urgence sous anesthésie générale. Donc, en 20 minutes, ma fille est arrivée et pour moi, ça a été très, très difficile d'avoir cette annonce de la part du médecin parce qu'à 6 mois et demi, on n'imagine pas qu'on va mettre un enfant au monde et qui m'a dit on descend au bloc, madame, on va faire naître votre fille. Bonjour et bienvenue dans Parentalité ancestrale. Dans l'épisode du jour, nous parlerons d'accouchement prématuré. Alors, quelle est la vraie définition de l'accouchement prématuré? Quelles sont les causes de l'accouchement prématuré? Quels sont les facteurs de risque? Comment est-ce qu'on peut prévenir cet accouchement? Et évidemment, comment est-ce qu'en tant que parent, on peut soutenir son enfant et soi-même d'ailleurs dans cette délicate aventure de l'accouchement prématuré? Et pour parler de ce sujet, j'ai le grand plaisir d'avoir Isabelle Fradin qui va nous partager non seulement son expérience personnelle, mais aussi son regard de professionnelle et je suis ravie d'échanger avec elle. Bonjour Nadège, je te remercie vraiment de m'accueillir ce matin. Ça me fait grand plaisir de partager ce moment avec toi. Et puis, c'est vrai qu'on a cette histoire commune, hein, toutes les deux, d'avoir eu des bébés prématurés. Donc, je suis partante à 100% pour te suivre dans cette aventure ce matin. Ça me fait très plaisir. Qui es-tu, Isabelle? Donc, Isabelle Fradin, je suis accompagnante en allaitement et maternage. J'ai choisi les mots et ils me tiennent à cœur, les 3 mots, allaitement, accompagnement et maternage. C'est vraiment des choses auxquelles je tiens énormément. Donc, j'accompagne les familles avant l'arrivée du bébé parce que plus elles ont d'informations pertinentes avant l'arrivée et mieux ça se passe quand le bébé est là. Et puis après, j'accompagne le retour à la maison et les périodes difficiles que sont le retour au travail de la maman et puis la partie nutrition, la partie passage de l'alimentation liquide à l'alimentation solide avec la DME. Voilà. Diversification menée par l'enfant. La prématurité m'a fait changer ma vision de la vie, ma vision de maman et donc j'ai eu envie de faire un métier qui faisait plus sens pour moi. Donc voilà pourquoi depuis quelques années j'ai été bénévole et maintenant c'est mon activité à temps plein d'être en accompagnement des mamans qui allaitent et puis qui maternent. Voilà. Donc moi je suis maman d'une petite fille qui a 6 ans aujourd'hui qui s'appelle Angèle et qui est née à 6 mois et demi de grossesse, donc qui pesait moins d'1 kilo et qui faisait 31 centimètres. Donc voilà un peu mon arrivée dans le monde de maman avec beaucoup de fracas. Oui, c'est vraiment des moments délicats. C'est très bien. Nous arrivons tout de suite au deuxième moment de cette émission qui est le moment vérité. Il y a 3 couleurs. La couleur noire qui représente l'expérience, la couleur verte qui représente le lien et la couleur or qui représente les valeurs. Qu'est-ce que tu choisis entre ces 3 couleurs? Ah, je vais choisir l'or, les valeurs. Ah, merveilleux. Donc, parlons un petit peu de ce qui compte pour toi, de tes valeurs par rapport à la parentalité. D'accord. Ben, c'est très marrant que tu me poses cette question, Nadège, parce que les valeurs, j'ai beaucoup travaillé dessus et figure-toi que la première de mes valeurs, c'est la famille. Voilà, la famille. Et la deuxième, c'est la santé. Et oui, j'ai envie que les enfants d'aujourd'hui aillent bien parce que ce sont les adultes de demain. Et je me dis que tout se joue finalement très tôt dans la vie de l'enfant. Donc oui, la santé, prends soin de soi pour aller bien, ça c'est quelque chose qui me touche énormément. Et puis, si j'ai le droit d'en ajouter une troisième de valeur, c'est la progression, l'enrichissement les uns des autres, profiter des compétences des uns des autres, et puis on avance ensemble, et puis on fait un joli chemin. Et ça, j'adore.
J'adore. On a vraiment plein de valeurs communes. Oui. Donc, merci. Et nous arrivons au cœur de l'émission. C'est évidemment la transmission de l'invité. Et on arrive au cœur du sujet d'aujourd'hui qui est la prématurité. Donc, Isabelle, tu disais donc que ta fille est née à 6 mois et demi de grossesse. Qu'est-ce que l'accouchement prématuré finalement? Alors, moi, j'ai été en fait hospitalisée 24 heures avant qu'elle naisse. Et en fait, j'étais sous monitoring et à un moment donné, on a vu que son cœur ne battait plus. Enfin, elle était en détresse fétale. Donc, pour moi, l'accouchement prématuré, ça a été césarienne d'urgence sous anesthésie générale. Donc, en 20 minutes, ma fille est arrivée et pour moi, ça a été très, très difficile d'avoir cette annonce de la part du médecin parce qu'à 6 mois et demi, on n'imagine pas qu'on va mettre un enfant au monde et qui m'a dit on descend au bloc, madame, on va faire naître votre fille. J'en profite pour raconter justement donc l'accouchement normal. On est censé être à terme en France, c'est à 40 semaines. Et donc, quand on est à 6 mois et demi de grossesse, tu étais plutôt dans les 28 semaines alors, il me semble? J'étais à 30 semaines, moi. 30 semaines de grossesse, ok, d'accord. Et donc, l'accouchement prématuré, donc c'est le fait d'accoucher avant ces fameuses 40 semaines. On considère donc qu'un bébé est prématuré quand il vient au monde avant 37 semaines d'aménorrhée. Donc, la prématurité extrême, hein, on oublie souvent de parler de ça, c'est moins de 28 semaines. La grande prématurité, c'est entre 28 et 32 semaines. Et la prématurité moyenne, voire tardive, c'est entre 32 et 37 semaines. Et donc, toi, en fait, comme moi, tu es dans la moyenne, donc dans la grande prématurité, puisque on a dû déclencher à 30 semaines. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a amené en fait à l'hôpital, puisque tu me dis que tu étais déjà 24 heures à l'hôpital sous monitoring. Oui. Alors en fait, moi, j'ai fait ce qui s'appelle une crise de prééclampsie. Donc, ça touche à peu près, je crois, une naissance pour 1000, quelque chose comme ça. Donc, si on doit expliquer en fait la prééclampsie, c'est la tension artérielle qui monte beaucoup plus que normal. En fait, la tension artérielle fait que le bébé est de moins en moins oxygéné avec le cordon ombilical. Donc, finalement, c'est très problématique. Et puis, il y a un autre pendant à ça, c'est que tes reins arrêtent de fonctionner. Donc, en fait, tu t'empoisonnes à petit feu et ton bébé n'a plus d'oxygène. Tout à fait. Donc, voilà. Mais je pense que, en fait, je suis arrivée à l'hôpital parce que j'étais vraiment pas bien, quoi. Voilà. Ok, merci. Effectivement, dans l'accouchement prématuré, il y a deux sortes, il y a deux grandes possibilités. L'accouchement qui a été déclenché par les soignants, hein, pour des raisons de santé de la maman ou du bébé. Et puis l'accouchement prématuré qui s'est déclenché tout seul pour différentes raisons, à cause de différents facteurs de risque qu'on ne maîtrise pas vraiment, parce que parfois on ne sait pas pourquoi, comme on ne pourra pas expliquer pourquoi est-ce que tu as pu avoir une pré-éclampsie, par exemple. Ça arrive. Et c'est très stressant parce qu'il y a une grande part de culpabilité. Est-ce que tu t'es sentie coupable? À un moment, je me suis dit, pourquoi mon corps m'a lâché en fait? Et après, bon, j'ai travaillé sur moi et je suis passée à autre chose. Et quelques temps après, finalement, la priorité, c'était ma fille. Donc, c'est un peu parti cette idée. Mais oui, j'ai eu ce sentiment de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que mon corps n'a pas voulu faire pour continuer à ce que ma fille grossisse à l'intérieur de mon ventre et pas dans une couveuse. Oui, effectivement, d'ailleurs, c'est bien, tu abordes très, très bien les sujets, merci. Alors, je voudrais quand même qu'on parle rapidement des facteurs de risque qui peuvent augmenter que l'accouchement se déclenche plus tôt. Donc, comme je disais, il y a le fait que l'hôpital, les soignants déclenchent l'accouchement pour raison de santé, pour détresse fœtale, pour difficulté, des soucis de santé de la maman ou de l'enfant. Donc, ce cas, il est à part. Et puis, il y a le cas où on ne sait pas pourquoi ça se déclenche. Alors, il faut savoir que les conditions de travail difficiles, donc des longues heures debout, etc., des températures extrêmes, par exemple, des personnes qui sont exposées à des températures extrêmes, ça peut être des risques
d'accouchement prématuré. Il y a évidemment toutes les maladies, hein, donc les infections générales ou localisées. Il y a le faible poids de la maman avant la grossesse. Il y a les grossesses multiples. Il y a la rupture des membres, des membranes du sac amniotique, hein, donc, qui peut provoquer ça. Il y a donc des anomalies éventuelles chez le fœtus. En fait, il y a plein de risques possibles, hein. Il y a les mauvaises habitudes de vie, l'alcool, la drogue, le tabac, qui augmentent ces risques-là, en tout cas. Et personnellement, moi aussi, hein, comme toi, j'ai eu un accouchement prématuré, évidemment aussi à 30 semaines, juste comme toi, 30 semaines de grossesse. Et dans mon cas, à moi, mon travail a commencé. Donc, j'étais à 6 mois et demi de grossesse et j'ai commencé à avoir des contractions. J'ai mesuré mon col parce que j'avais appris cette compétence avec ma fille parce que je voulais accoucher à la maison et j'ai vu que j'étais dilatée à 4. Donc, j'ai attendu, j'ai pris un bain, j'ai commencé à prendre un bain et malheureusement, dans le bain, j'ai commencé à perdre énormément de sang, ce qui a fait qu'on est allé évidemment tout de suite à l'hôpital. Et c'est une fois arrivé là-bas qu'on a vu qu'il y avait une fissure au niveau de mon placenta et on m'a laissé devant ce choix douloureux, provoquer l'accouchement parce que j'étais toujours dilatée à 4, donc ça n'avançait pas. Donc, j'ai voulu attendre 1 heure pour voir si le travail se faisait tout seul. Et malheureusement, il n'y avait plus de… Voilà, ça n'a pas continué, mais je reste persuadée aujourd'hui avec le recul que, évidemment, la position allongée sous monitoring, ça ne favorise pas la continuité du travail. Et alors, je suis très reconnaissante pour les personnels soignants qui s'est occupé de moi. Mais si je fais ces vidéos, et ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de redonner du pouvoir aux mamans. Donc, on peut faire du monitoring debout. On peut poser des actes médicaux, hein, par rapport à une grossesse qui est en surveillance, en laissant la maman, du coup, hein, libre de ses mouvements, libre de vivre ce qu'elle a à vivre et d'accueillir l'intensité de ce qu'elle a à vivre. Donc, moi, j'ai été tout de suite sous perfusion, sous monitoring, allongée. Et du coup, le travail s'est arrêté. Et alors, donc, comme le travail s'est arrêté pendant 1 heure et que je perdais quand même toujours un petit peu de sang, on m'a proposé de me faire une césarienne. Voilà. Et donc, je reviens vers toi un petit peu, parce que j'ai partagé mon expérience à moi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi les premiers moments, quand bébé est arrivé? Quand bébé est arrivé, ben, c'est parce que le premier moment, en fait, je ne l'ai pas vu. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais la phrase que je vais dire est très forte. En fait, je ne savais pas si ma fille était en vie ou si elle était morte. Ça fait écho en moi parce que c'est ça. Moi, je me souviens, mon mari était à côté de mes pieds. On les a sortis. Donc, il y en avait un qui avait bu un petit peu de sang. Donc, on m'a montré le premier qui allait bien. On l'a mis de côté et puis on a sorti le deuxième. Et on m'a dit, celui-là, il a aspiré du sang. On l'a enlevé. On est allé lui faire une aspiration pour aspirer, évidemment, un petit peu le sang qu'il a ingéré. Et puis, on les a mis sous couveuse. Donc, on les a mis dans un réceptacle sous couveuse et puis ils sont partis. Et je suis restée un petit quart d'heure comme ça. Je demandais tout le temps, ils sont où? Ils sont où? Ils sont en vie? Vous êtes sûrs qu'ils sont en vie? Vous êtes sûrs qu'ils vont bien? Et c'était… avec le recul, j'ai vraiment appris que ça a duré un quart d'heure, mais j'avais l'impression que ça a duré des heures. Objectivement, j'avais l'impression que ça a duré des heures. C'était vraiment mon impression. Et c'est hyper douloureux, cette séparation. Ouais. Et après, moi, j'ai croisé papa entre le bloc et la salle de réveil qui m'a dit, mais si, elle va bien, voilà, on s'occupe d'elle. Mais j'ai quand même eu cet instant, oui, comme tu dis, qui doit durer finalement pas si longtemps que ça, mais dans notre tête, c'est une éternité. Et tout de suite, on a cet instant de se dire, mais est-ce que mon enfant va bien, quoi? Absolument. Et donc, quand on te l'a ramené à toi, donc ton bébé est revenu vers toi, comment ça s'est passé? Ah bah c'était le lendemain, Nadège, figure-toi. Moi, j'ai accouché à 18h40 et je n'ai vu que ma petite fille le lendemain matin. Et ouais, j'étais en… C'est pas elle qui est venue vers moi, c'est moi qui suis allée en néonatologie dans le service de soins intensifs. Et comme j'avais une césarienne, j'étais en petit fauteuil, tu sais, voilà, avec ma super blouse de l'hôpital. Et c'est comme ça que j'ai découvert ma fille. Mais la nuit a été longue et pleine d'interrogations quand même. J'imagine. Ouais. Moi, je n'ai pas eu ta patience. Mon histoire est
plus intense que ça. Donc, on m'a montré donc les jumeaux, ils étaient avec leur papa. Donc, papa est allé avec eux en néonat et moi, j'étais toute seule dans le bloc. Malheureusement, je me suis mise à perdre du sang et j'avais une réaction, voilà, j'avais une réaction à la péridurale. Je le savais, hein, puisque justement, je savais que je ne supporte pas. Je fais partie des personnes qui ne supportent pas et qui d'ailleurs, ça ne réagit pas très fort. Donc, je sens quand même fort ce qui se passe. Donc, mon corps rejette la péridurale pour X raisons. Il y a un pourcentage de personnes comme ça. Donc, du coup, j'ai fait une réaction à la péridurale. Alors, ils m'ont envoyé. Donc, l'ambulance est venue 2 heures après que j'ai accouché. Il y a une ambulance qui est venue et on m'a envoyé dans un autre hôpital. Et dans cet hôpital, pour me soigner, parce qu'il n'y avait pas de place aux urgences dans l'hôpital, dans la maternité où j'ai accouché mes jumeaux, il n'y avait pas de place. Et ils m'ont envoyé dans un autre hôpital, loin de mes jumeaux. C'était une erreur fatale à faire à une maman lionne comme moi. Donc, je me suis apparemment évanouie et ils ont pu me faire une perfusion sanguine et prendre soin de moi. Mais dès que j'ai été en éveil, je dis, où sont mes bébés? Et on m'a dit, ils sont à tel hôpital qui était à 7 km de là où j'étais. Et je leur ai dit, ils m'ont dit, reposez-vous, soignez-vous, vous le verrez demain. J'ai dit, pas question. Si je ne vois pas mon bébé dans 1 heure, mes bébés dans 1 heure, voilà, je fais une émeute, je vais hurler jusqu'à ce que, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai commencé à crier. Ils ont passé le coup de fil à mon mari pour me calmer. Je dis non, je ne me calme pas, vous me montez, ils sont morts, ils ont des problèmes, je veux les voir, je ne reste pas ici. Enfin, j'étais déchaînée. Je crois que c'était le plus fort moment de ma vie finalement. Je n'ai jamais été aussi en proie à… J'étais instinctive, j'étais complètement dans l'instinct. Et le pire, c'est que je me voyais faire et je ne pouvais pas m'empêcher d'être dans cette réaction émotionnelle excessive. Ce n'était pas possible. Et j'ai fait tellement de raffus qu'ils ont ramené mes enfants dans l'hôpital où j'étais. Ils les ont ramenés parce qu'ils avaient justement aussi une néonatologie et je ne sais pas comment ils sont organisés, mais parce qu'ils n'avaient pas de place au départ pour mes enfants dans cette néonatologie, mais face à mes réactions excessives, ils ont dû les faire venir en quelques heures. Du coup, j'ai pu passer quand même la première nuit avec eux. Donc, voilà, je voulais dire, je fais ce témoignage, c'est ce qui est important, pour déposer ma parole et dire à une maman qui a peut-être actuellement, qui est en néonatologie pour X raison. On parlera tout à l'heure de ce qui se passe en néonatologie. Mais je voulais dire que de ne pas culpabiliser. Avec le recul, je me dis, j'aurais pu être plus calme, plus zen, mais je n'ai pas pu, tout simplement. Et il faut s'accueillir tel qu'on est. Il faut vraiment s'accueillir. Je pense que moi, j'avais une vision de mon accouchement qui a été ratée. Donc, je voulais faire un accouchement naturel, etc. Et donc, du coup, j'ai eu l'impression qu'on m'a volé mon accouchement, qu'on m'a volé mes enfants. Donc, j'étais vraiment dans une réaction archaïque. Hein. C'était vraiment tout à fait. Et après, j'ai culpabilisé sur ça, mais il ne faut pas. Donc, il ne faut pas du tout. Il faut vraiment travailler sur ce point-là. C'est hyper important de s'apaiser par rapport à ça et de se faire accompagner. Hein, tout à fait. Voilà. Merci Isabelle. Compris. Et donc, le lendemain, tu as vu ta petite Angèle, le petit ange. Ouais, je l'ai vue et ben, elle était vraiment toute petite dans cette couveuse, quoi. Et on a essayé tout de suite de créer le lien et j'ai mis mon petit doigt et voilà. Après, le lien s'est fait très vite, mais je sais que c'est pas si évident que ça pour tout le monde. Tout à fait. Comment est-ce qu'on fait pour rétablir un lien quand justement on a eu un bébé prématuré, il est en néonatologie, le bébé est donc en couveuse et comment est-ce qu'on peut faire même pour mettre en route un allaitement? Raconte-nous un petit peu ton expérience. Ouais. Alors, je crois que le pot à pot, c'est magique dans ces cas-là. Le fait d'avoir le bébé vraiment peau à peau. Et je sais que moi, j'avais encore de la tension quand elle est née. Et on mettait ma fille en peau à peau, on prenait la tension, j'avais plus rien. C'était magnifique. C'était vraiment un moment à nous deux. Et je pense que ça a commencé à créer le lien vraiment. Mais il faut savoir qu'un bébé qui naît à cet âge n'a pas du tout la maturité de tété. Et il faut attendre des jours, voire des semaines avant que le bébé prenne le sein et s'alimente tout seul. Donc ça, je crois que là, c'est mon côté lionne à moi. J'ai dit, je lâcherai pas et je tirerai mon lait autant de jours qu'il faudra. Mais voilà,
je tiendrai le coup. Je rentrais à la maison, je mettais mon réveil la nuit, hop, 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 j'allais apporter mon lait à l'hôpital le lendemain matin. Et j'ai fait ça pendant 7 semaines, Nadège. Angèle a tété à 7 semaines de vie. Et Quelle courageuse tu es, waouh! mais Merci pour ton en partage. fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour elle? Moi, enfin, elle est dans cette couveuse, elle se bat pour la vie, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Et pour moi, le lait maternel avait toute cette, enfin, il y avait que ça que je pouvais faire. Donc voilà. Mais je t'avoue que le jour où elle a attrapé le sein, ça a été un grand, grand moment d'émotion parce que c'était notre victoire à toutes les deux, quoi. Waouh, ton histoire me touche vraiment là. Vraiment, ça me. On va pleurer. Oui, mais c'est ça, donc vraiment. On doit dire ça aux mamans de bébés prématurés, qu'avant d'installer une sonde gastrique, il faut laisser du temps à cet enfant. Il faut vraiment. Mais je parle de nouveau de mon expérience personnelle, hein, puisque c'est ça qui peut. Je ne peux parler que de ça. Moi aussi, hein, comme bébé prématuré, ils avaient du mal à s'alimenter. Alors, j'en avais un qui faisait presque 2 kilos, hein, qui lui, oui, il faisait 1,8 kg. Donc, celui qui avait 1,8 kg, le plus costaud, donc de mes jumeaux, il a été capable rapidement, après la première semaine, de téter. Alors, évidemment, ce n'était pas c'était pas fameux. Donc, je l'accompagnais en pressant mon sein, en pressant manuellement. D'ailleurs, il y a des techniques de pressage qu'on peut apprendre, des techniques ancestrales et qui sont, il y a des personnes, n'hésitez pas à prendre une conseillère en lactation pour vous aider, hein, une accompagnante, hein, comme Isabelle. Par exemple. Dans quelle région d'ailleurs Je suis dans l'Oise, au nord de Paris. D'accord, voilà. On va noter dans le descriptif de la vidéo, comme ça, si jamais. Mais c'est vrai, tu as raison. Il y a quelques gestes très simples à apprendre, mais si toutes les mamans savaient faire ça, ça serait juste extraordinaire, quoi. Juste déjà apprendre à exprimer un peu de lait sans forcément avoir le bébé qui tète. Comme ça, on commence à lui mettre quelques gouttes sur les lèvres, on commence à avoir Voilà, ça c'est super. Et puis, bah oui, quand il a un peu de difficulté pour téter, l'aider justement en pressant sur son sein pour que le débit soit plus important. Tout à fait. Moi, c'est le premier bébé, c'est ce que je faisais. Donc, je pressais mon sein, j'exprimais un peu du lait au début et ça le stimulait à avoir son réflexe de succion. Et puis, je l'aidais en touchant un peu ses joues. Donc, il y a des techniques à mettre en place et qui fait que, bon, lui, plus ou moins bien, après la première semaine, il tétait. Évidemment, je tirais aussi du lait pour qu'il puisse avoir une quantité suffisante de repas. D'ailleurs, je voulais faire un petit mot par rapport aux soignants. Alors, on peut avoir de la chance et tomber sur des personnes qui sont pro-allaitement, qui vont vraiment vous soutenir, vous encourager même et vous aider parfois. Mais on peut tomber sur des personnes, hein, des êtres humains comme tout le monde, qui n'ont pas allaité, qui n'y connaissent pas grand-chose et qui vont vous dire, mais ça ne marchera pas, il n'aura pas assez de lait, il ne sera pas assez nourrissant. Moi, on m'a dit, hein, je faisais 50 kilos, vous êtes mince comme ça, vous pensez que vous aurez assez de lait pour 2 garçons, comme si ça avait, il n'y a rien à voir avec la taille, le poids. J'ai accouché de 2 bébés, mon corps est capable de produire du lait pour ces 2 bébés. Il y a plein de phrases comme ça hyper importantes à avoir dans sa tête. Et moi, je suis membre de la Leche League. Et heureusement pour moi, j'allaitais ma fille qui avait 3 ans, 2 ans et demi à l'époque. Du coup, j'avais un background, j'avais de l'expérience d'allaitement. Et sinon, on peut casser son allaitement juste comme ça, avec des petites phrases qui ont l'air positives comme ça, encourageantes. Mais laissez, madame, reposez-vous, retapez-vous la santé, laissez donner un petit peu de lait artificiel au bébé. Et quand on n'a pas en clarté, moi, je veux allaiter, eh bien, on peut se laisser aller. Alors, mon deuxième bébé, par contre, ce n'était pas possible du tout. Donc, déjà, les 4 premiers jours, il ne s'alimentait pas du tout. C'était vraiment difficile de lui faire avaler quelques gouttes de lait. Et là, je tiens à dire qu'un petit bébé comme ça, il a un estomac de la taille d'une noix, pois chiche plutôt. De pois chiche, pardon, justement. Oui, je cherchais voilà, je voulais une noisette, mais pois chiche, tout à fait. Et du coup, il ne mange pas beaucoup. Donc, ce n'est pas le moment de s'imaginer qu'on va lui faire des biberons, je ne sais plus combien il disait, 50 millilitres. Non. Je pense que la plus belle chose quand on veut allaiter, c'est de donner souvent le sein par petites gouttes et être confiante, positive. Et tu l'as dit, la magie, c'est le pot à pot. Le pot à pot, c'est bon pour le bébé et pour la maman.
Voilà, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je voulais ajouter quelque chose par rapport aux quantités parce que oui, on voit toujours les biberons et tout ça. Mais moi, ma fille, ses premières seringues de lait qu'elle a eues par sonde gastrique, c'était 3 ml, 3 millilitres, 3 fois 8 millilitres par jour. Et bon, après, ça a augmenté, voilà. Mais c'est aussi super important que la maman entretienne sa lactation parce que 3 ml par jour, enfin 3 fois 8 ml par jour, ce n'est pas suffisant pour maintenir un allaitement. Donc, il faut vraiment qu'elle tire des quantités comme si elle avait un bébé à terme finalement au sein. Tout à fait. Et qu'elle puisse faire congeler ça, le garder ou même donner plus. Enfin, Au lactarium, etc. Ouais. tout à fait. Moi, j'ai eu tel justement, merci de me rappeler ça parce que j'ai donné pendant les 3 premières semaines, j'ai nourri 3 bébés donc, dans la néonatologie. J'ai donné mon lait notamment à une petite fille. La maman m'envoie régulièrement des photos où je l'ai vraiment complètement allaitée parce que la maman ne pouvait pas. Et Ouais. donc, c'est ma fille de lait. et, il est important de dire aussi que les prématurés ne reçoivent que du lait maternel. Hein. On dit, alors j'aime pas trop le mot, le lait de femme, mais bon, voilà. Idéalement, mais ce n'est pas vrai, hein, pas que, ils devraient, mais il n'y en a pas Ouais. assez. Il n'y a pas assez parce Il n'y qu'on en n'a a pas pas assez, de il n'y en a dons. pas assez, il n'y en a pas assez, tu as raison, tu as raison. Tout à fait. J'en ai parlé avec cette maman, on lui a proposé justement si elle était OK qu'on donne mon lait à sa fille qui n'était pas bien. Et il y en a une qui a carrément dit non, 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 non. Elle préfère le lait artificiel parce que c'est trop personnel et puis c'est un peu dégoûtant d'avoir du lait de quelqu'un d'autre qu'elle ne connaît pas. Et c'est vraiment des croyances occidentales. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, on a dit 2 choses importantes ici. Pour accompagner son bébé prématuré, il y a 2 choses importantes. Le pot à pot, c'est magique. Portez le bébé tout nu, hein, juste une couche nue, contre votre peau, papa ou vous-même, hein, peu importe. Faites-lui ça autant que vous pouvez. C'est hyper bon aussi pour l'aider à réguler sa température, donc à stimuler tout son métabolisme, Son métabolisme, ouais, son ouais. fonctionnement tout simplement, c'est vraiment magique. Et le lait maternel. C'est encore, alors le lait maternel est l'idéal pour les bébés. On ne le dit pas assez, mais c'est encore plus pour un bébé prématuré. C'est vital Et, en fait. et c'est super magique parce que le lait s'adapte à la prématurité. En fait, le lait d'une maman d'un bébé prématuré n'est pas le lait d'une maman d'un bébé à terme. Donc, c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire, comme tu dis. Oui, les composants varient justement par rapport au bébé et au terme là où on en est, quoi. Donc, c'est juste Ouais, extraordinaire. ouais, ouais. Et tu as dit, troisième chose importante, de tirer son lait, de stimuler ça, parce que justement, quand les mamans qui me disent, je ne comprends pas, après 3 jours, mon lait s'est tari. Oui, parce qu'on n'a pas continué à stimuler. Donc, si bébé n'arrive pas à téter, il faut tirer un petit peu de lait ou l'exprimer, ou presser le sein, hein, comme faisaient les femmes avant qu'on ait des super machines qui fonctionnent hyper bien. Voilà, on a quand même donné pas mal de clés par rapport à ce contact avec bébé, aussi à la vie en néonatologie. Si tu as des conseils à donner à une maman dont le bébé est en néonatologie, qu'est-ce que tu dirais? Alors, c'est une période extrêmement difficile parce que, en fait, il n'y a que les parents qui rentrent dans la chambre de l'enfant la plupart du temps. S'il y a des frères et sœurs, des fois c'est toléré, mais pas tout le temps et des moments vraiment vraiment court. Et en fait, on a quand même la possibilité d'avoir la famille qui vient derrière des vitres. Je ne sais pas si c'est toi, c'est ce que tu as vécu. Oui, c'est ce qu'on a vécu. La famille venait derrière les vitres regarder et nous, on pouvait leur montrer le bébé à travers la vitre, mais ce n'était pas facile. Mais cette vitre, c'est un filtre incroyable. Et en fait, j'ai l'impression que même si les gens viennent, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe à l'intérieur, dans la chambre. Et, et, et il faut s'accrocher parce que c'est des moments difficiles. Des fois, on vous dit, on va faire tel examen, on va faire une prise de sang. Voilà, ça prend aux tripes du premier au dernier jour. Et ça, Il faut s'accrocher. On a des rushs, on a ah oui, pas mal de ah pics ouais, ouais. menstruels. Et puis avec le papa, essayer de faire corps vraiment et d'avoir ce moment pour se retrouver vraiment tous les deux et non pas pour choisir des chemins qui s'écartent. Quoi. Parce qu'on n'est pas trop deux dans une chambre de néonatologie avec un bébé ou deux en couveuse. Quoi. Tout à fait.
Tout à fait. Et donc, oui, merci pour tout ce que tu partages. Je vais vraiment résumer sur les points importants. Tu as tout dit en fait, hein. Le soutien, il nous faut du soutien, donc du papa, c'est super. De toute façon, c'est indispensable. Et vraiment, un petit mot aux mamans solo qui sont dans cette situation. Faites-vous aider, accompagner. Il y a des doulas postnatales. Moi, j'ai été formée en doula postnatale. Ça existe des personnes donc qui ne sont pas des sages-femmes, qui ne sont pas des professionnels de santé, mais qui ont quand même assez de connaissances et d'expérience pour vous soutenir. N'hésitez pas à faire appel à des amis. Hein. C'est hyper important, une amie qui est bienveillante, qui a les mêmes valeurs aussi de maternage que vous. Ça permet vraiment de pouvoir se déposer, être entendu. C'est hyper important. Parlez de vos émotions, de votre vécu. Écrivez-les, parlez-en à éventuellement, pourquoi pas une psychologue. Pour moi, je pense que ça devrait être presque automatique. Proposer en tout cas au moins 1 ou 2 séances pour se décharger, être entendu. C'est hyper important parce qu'on peut découvrir en soi des choses en sortant les mots qu'on ne pensait pas dans sa tête, mais en fait, ils sont imprimés là-dedans à l'intérieur. N'hésitez pas à faire appel, moi, à une sophrologue. Moi, personnellement, il y a une sophrologue qui est passée dans ma chambre. C'était juste magique. Donc, elle est venue, je dis non, ça va, je n'ai pas besoin. Elle a papoté un petit peu avec moi, on a échangé et j'ai aussi appris qu'elle avait eu des jumeaux, qu'elle a aussi été en moment avec en néonatologie. Et donc, de fil en aiguille, j'ai dit OK pour une séance. Elle est venue le lendemain. La séance a été extraordinaire. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a apaisée. Alors, il existe évidemment plein de techniques pour gérer son stress, ses émotions. Il y a des séances d'hypnose. Donc, même en étant dans cette période compliquée où moi, j'ai été hospitalisée avec mes enfants. Ma santé ne me permettait pas de rentrer. Donc, j'ai été 3 semaines dans une chambre à côté. Donc, d'un côté, c'était pas super parce que j'étais là sans être là. Enfin, j'étais là sans être là. Je pouvais y aller 8 fois au lieu de 4 ou 2 pour certaines mamans. Mais je n'étais pas bien, j'étais malade. Donc, je devais aller en chaise roulante souvent ou avec une canne. Mais c'était super parce que j'ai pu me reposer. Je n'ai pas eu trop de visites. Je n'ai pas eu à faire le ménage, la cuisine. Donc, maman, bébé en prématurité, maman, bébé en néonatologie, reposez-vous. Prenez du temps pour vous. Faites-vous du bien. Ce n'est pas le moment de recevoir toute la famille pour… non. Protégez-vous. Faites-vous apporter des petits plats, ne cuisinez pas. Enfin, je veux dire, c'est tellement plus important que le doudou ou le pyjama dans lequel, de toute façon, le bébé ne rentre pas puisqu'il est trop petit. Franchement, faites-vous aider pour l'intendance, le repassage, le ménage, tout ça, mais ne faites pas pendant cette période, c'est trop de charge. Je me souviens, merci d'avoir rappelé ça, mais en fait, tu me rappelles plein de choses. On se connaît depuis longtemps, Nadège. J'ai eu une amie, la marraine de ma fille qui m'avait dit « Qu'est-ce que je peux t'apporter ?» Parce qu'elle m'avait ramené des fleurs, du chocolat. Je lui ai dit « Amène-moi à manger. Amène-moi, je me souviens, je m'en c'était en été. Amène-moi tel plat. En plus, c'est des plats de chez moi, des plats de mon enfance. J'avais envie de ça, un plat réconfortant. J'avais envie de ça. Et elle m'a ramené à manger. Donc, elle a cuisiné avec une casserole, c'était encore tiède quand elle l'a amené. Mais j'ai dévoré ça. Je dis, c'est le meilleur repas du monde parce qu'on ne va quand même pas se mentir, les repas en milieu hospitalier. Pas génial, génial. Alors, même si vous êtes à la maison, hein, parce que certains moments sont rentrés chez elle, ne cuisinez pas. Comme tu dis, faites-vous, si votre mère, votre belle-mère, votre soeur, votre tante, vos amis vous disent, qu'est-ce que je peux faire pour toi? N'ayez pas peur de demander à manger. Moi, j'ai des amis aussi qui sont venus à la maison voir bébé et qui ont cuisiné chez moi. C'était génial. J'étais assise chez moi, on papotait et elle cuisinait. Ça m'a fait du bien. C'était un moment de qualité qu'on a passé ensemble au lieu que ce soit moi qui fasse un gâteau ou qui prévoit des choses pour les recevoir. J'aime bien rappeler cette période qui existait aussi en Occident. Donc, en Afrique, de toute façon, c'était comme ça avant. Et même si malheureusement les choses se perdent, c'est la période des relevailles. Donc, 40 jours après avoir accouché, une femme devrait être autorisée à prendre soin d'elle et pendant ce temps, son corps se régénère. Ses muscles, tout ce qui s'est détendu dans son corps se remet en place. Donc, faire moins, se ménager, créer une bulle de cocon avec son enfant. Est-ce que toi, tu as vécu un petit peu ça, Isabelle? Cette bulle de cocon, oui. Et j'ai tout de suite vu que de toute façon, l'énergie, il fallait que je la donne à ma fille.
et que tout le reste, finalement, c'était très superficiel. Donc oui, oui, je te comprends. Et quand tu dis cuisiner, qu'est-ce que ça coûte de faire une part en plus quand tu fais mijoter quelque chose dans une cocotte? Rien du tout. Mais franchement, c'est tellement bon et ça rend tellement service que, ouais, Oui. je te rejoins là-dessus. D'ailleurs, moi, je dis tout le temps hein, aux personnes qui vont voir des mamans qui viennent d'accoucher, c'est vraiment important d'apporter des choses qui vont les soutenir. Donc, Ouais, pensez à la maman, arrêtez de penser au bébé. D'ailleurs, ouais, encore une fois, hein, dans la sagesse ancestrale, puisqu'on parle de parentalité ancestrale, c'est la maman qu'on célèbre parce qu'on sait que quand on célèbre la maman, ça va rejaillir sur son enfant. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour gérer tes émotions? Donc, cette vague de Euh, questionnement. je, je l'ai géré après coup, en fait. Et parce que j'étais tellement dans l'action, mais le jour où on est rentré à la maison, pouf, je me suis effondrée en larmes, toutes les larmes de mon corps. Enfin voilà, cette période difficile prenait fin et mes nerfs lâchaient. Et en fait, moi, j'ai travaillé en EMDR un petit peu après. Euh, parce que les phrases que je vous ai dites tout à l'heure, de savoir si ma fille était en vie ou si elle était morte, c'était juste une blessure énorme, quoi. Donc voilà, moi j'ai travaillé comme ça et ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup. Effectivement, le MDR, c'est une des techniques qui peut vraiment, vraiment nous aider à reprendre contact avec nos émotions profondes et pouvoir les libérer Ouais, et retrouver un état de sérénité, en fait. ouais, Et pleurer, c'est génial. Je ne sais pas, nous sommes dans une culture où on dit il ne faut pas pleurer, c'est pas beau de pleurer, mais c'est important de pleurer. Dans la sagesse ancestrale, il existe hein, des femmes, des castes de femmes justement qui sont juste là pour pleurer et elles nous encouragent à pleurer aussi pour libérer nos émotions. ouais, ouais, Les larmes, dans les larmes, dans les compositions des larmes, on a vu maintenant qu'il y a des substances qui nous permettent de nous apaiser, de libérer ce qui était là. Et même parfois, il n'y a même pas besoin de mettre son mental dessus en disant pourquoi je pleure, c'est pas normal. Non, si les larmes viennent, je m'autorise à pleurer jusqu'au fond et après c'est bon. Et juste, je voulais revenir un petit peu sur le MDR. En fait, moi, j'ai revécu du coup mon accouchement pendant la séance. Et à la fin, en fait, je ne voyais plus que les bons moments, les bons côtés, tout ce que j'avais complètement occulté et que j'ai réussi à revoir. Alors, ça peut être pas grand-chose, mais du coup, je me souviens de l'infirmière qui m'a tendu la main, enfin, ce genre de choses. Alors que au début, j'avais tout ce poids, toute cette culpabilité. Et voilà, c'était libérateur, vraiment. Et de voir les bons côtés, parce qu'il y en a eu, mais je ne les voyais pas en fait. Tout à fait. Mais effectivement, le MDR, donc on ne l'a pas dit ce que c'est. Pourrais-tu nous en parler? Qu'est-ce que c'est le MDR? Alors le MDR, en fait, c'est une technique oculaire avec on passe devant tes yeux, on fait des mouvements comme ça. Et en fait, on te demande de revivre la situation douloureuse. Et le praticien, quand il voit que quelque chose se passe dans tes yeux, s'arrête et te demande ce que tu ressens, ce que tu éprouves à ce moment-là. Et donc, on travaille dessus. Et après, il te fait revisualiser la même scène. Mais du coup, comme tu as libéré ces émotions, tu vois d'autres choses. Et c'est ce que je disais, moi je voyais du coup cette main tendue dont je me souvenais absolument plus. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport donc à la prématurité? J'ai envie de conclure par une jolie note. En fait, c'est vrai que le ciel vous tombe sur la tête hein, quand on accouche d'un bébé si petit, mais on a aussi tous le choix d'en faire quelque chose de bien et d'en tirer du positif. Et ben moi, c'est ce que j'ai voulu faire en fait. Et si aujourd'hui je suis en train de parler avec toi, Nadège, c'est sûrement parce que j'ai accouché à 30 semaines. Donc voilà, on a tous le choix de tirer profit même des mauvaises expériences pour en faire quelque chose de beau. Absolument. C'est comment le regard qu'on porte sur ce que nous vivons. Si nous choisissons que ça nous renforce, que ça nous apporte, ça nous fait grandir finalement, plutôt que de voir tout ce que ça nous a empêché d'être ou de faire. Donc, merci vraiment pour ton partage. Mais j'ai envie qu'on parle rapidement de la vie d'après, parce que Angèle, elle a 6 ans maintenant. Parce que parfois, en fait, quand on vit ces semaines éprouvantes, on a l'impression que l'enfant va rester problématique à vie. Est-ce que tu as eu cette impression de, voilà, pendant combien de temps est-ce que tu as compris, parce que tu l'as regardé en disant prématuré, prématuré, prématuré. Toi, tu as vécu ça comment?
Ouais, je pense que au niveau des soins, j'ai pas eu trop d'inquiétude parce qu'elle n'avait pas un suivi important et elle avait un développement plutôt régulier, donc ça ne m'angoissait pas. Mais elle est quand même restée petite et c'est encore une petite fille, je parle en taille, hein, si tu veux. Donc moi, c'était plus de voir cet enfant comme une enfant fragile, alors que finalement, elle n'est pas du tout. Mais en tant que maman, de faire peut-être plus. Que ce qu'une maman, enfin j'en sais rien, hein, j'en ai qu'une, je peux pas dire, mais de dire ah ben non mais elle a encore besoin que je la porte ou elle a encore besoin que je l'aide à mettre ses chaussures ou voilà, mais parce que peut-être oui, c'est encore cette idée de prématuré et d'enfant fragile, mais elle est tout à fait capable de faire ça toute seule. Merci. Est-ce que tu as le mot de la fin? Quelque chose à ajouter? Pour mot de la fin, moi j'aime très bien ton petit mantra Nadège, quand maman va, tout va. Donc voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi, active la cloche de notification et si tu as envie de passer de maman réactive, qui n'est pas satisfaite de sa vie de femme et de maman actuellement, à maman souveraine, celle qui prend soin, une maman consciente, présente, bienveillante, dans la barre de description de cette vidéo, découvre la pause sacrée de maman. Ça pourrait bien changer ta vie.